voilà, le mieux que je peux. Pourquoi? Parce que la télé, d'une manière générale, elle vous semble trop consensuelle aujourd'hui? Oui, la télé est devenue une machine à consensus idéologique, ce qu'on appelle le politiquement correct, mais qu'on pourrait définir, parce que on confond deux choses. On confond le consensus mièvre, qui est rompu par certains, des comiques, vous voyez, des gens qui agressent les invités, etc. Ça, c'est une chose. Et le politiquement incorrect. Ça n'a rien à voir. On appelle les premiers politiquement incorrects, alors que la plupart du temps, ils sont très politiquement corrects. C'est-à-dire qu'ils respectent l'idéologie dominante, féministe, antiraciste, voyez, européiste, etc. Et ils ne sont pas du tout politiquement corrects. Ils sont souvent talentueux, mais pas politiquement corrects. Par exemple, tous les comiques d'aujourd'hui, tous les types qui sont très drôles, très talentueux, à la Stéphane Guillon, vous voyez. Alors, on a voulu savoir justement d'où vous venez, quelles sont vos idées, pourquoi aussi elles provoquent autant de réactions. Qui en veut à Éric Zemmour? Reportage de Quentin Canette et Delphine Le Goeff. Des blogs qui se multiplient sur la toile, une chanson de rap le visant directement et contre laquelle il a déposé plainte. Les attaques contre Éric Zemmour sont devenues de plus en plus virulentes ces dernières semaines. Alors, qui lui en veut et pourquoi? Enquête sur un flingueur du PAF qui ne laisse personne indifférent. C'est un poil à gratter, c'est un emmerdeur, c'est un chieur, c'est un vif argent. Ce qui m'a choqué notamment, c'est les propos sur le rap. Quand il dit du rap que c'est une sous-culture d'analphabète. Il faut bien comprendre que Zemmour, c'est un polémiste à l'ancienne, c'est un archéopolémiste avec les techniques de la modernité. Aujourd'hui, la parole politiquement incorrecte, elle appartient à Zemmour. Éric Zemmour n'a pas toujours été la bête noire des invités venus faire leur promo sur le plateau de Laurent Ruquier. Né il y a 50 ans dans une famille modeste de Seine-Saint-Denis, son enfance est dure. Alors le jeune homme se venge sur le travail, il présente l'ENA, mais par 2 fois. Un échec vécu comme une humiliation. Pour nourrir ses ambitions, Éric Zemmour se tourne alors vers le journalisme. Il commence sa carrière au Quotidien de Paris sous l'œil attentif de son patron de l'époque, un certain Philippe Tesson. Vous imaginez ce qu'il pouvait être il y a 20 ans quand vous le voyez aujourd'hui. C'est une espèce de petit Ouistiti très sympa, très vif. Et il a toujours été très agressif, à la fois très réactif et très provocateur, posant toujours les bonnes questions, avec un background, c'est-à-dire une culture, sachant très bien de quoi il parlait, agaçant, efficace. Mais le premier gros coup médiatique, c'est la sortie de son livre, Le Premier Sexe, en 2006. Un succès de librairie vendu à plus de 50 000 exemplaires qui lui vaut de nombreux plateaux et dans lequel il s'en prend déjà à une de ses cibles favorites, les féministes. Est-ce que le réchauffement de la planète, ça serait pas aussi la faute de la féminisation? Peut-être vous avez négligé l'aspect climatique de cette féminisation. Que Zemmour est un problème ou pas avec les femmes, pour moi, ça ne fait pas partie de la question. Mais il a écrit « Le féminisme est un totalitarisme ». Alors ça, non seulement c'est évidemment faux, mais ça repose sur une certaine mauvaise foi, une certaine volonté de nuire. Je ne parlerai pas plus des femmes avec Zemmour que je ne parlerai des juifs avec Dieudonné, parce qu'il y a un moment, quelque chose se passe qui enlève la légitimité de la personne pour débattre d'un sujet. Et pour Zemmour, c'est ça. Deuxième proie de prédilection, les partisans du communautarisme et de l'antiracisme. Un discours pas toujours facile à faire passer à la télévision, comme ce 13 novembre 2008 sur le plateau d'Arte. Et donc la couleur de peau, selon vous, fait que moi j'appartiens à une race différente de la vôtre. Mais évidemment. Non mais que vous redécouvriez. Évidemment, j'appartiens à la race blanche, vous appartenez à la race noire. Du politiquement incorrect dans le texte, la chaîne doit se fendre d'un communiqué pour s'excuser. People ou politiques venus faire leur promo, mouvement gay, les cibles de Zemmour sont nombreuses mais pas toujours dociles. Au mois de mars, le chanteur de rap Youssoupha sort une chanson dans laquelle il s'en prend aux amalgames, faits selon lui par certains journalistes sur les cités. Éric Zemmour est tout particulièrement visé. À force de juger nos gueules, les gens le savent qu'à la télé, souvent les chroniqueurs diabolisent les banlieusards. Chaque fois que ça pète, on dit que c'est nous. Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. Depuis, le journaliste a déposé plainte. À force d'être critique et offensif, et parfois même insultant ou discriminatoire envers des groupes de gens, Éric Zemmour doit s'attendre à avoir des retours de bâton sur le principe d'action-réaction. On peut pas dire comme ça... de ma culture, le hip-hop notamment, qu'on est une sous-culture d'analphabète. C'est très très insultant. Et l'appel du rappeur va donner des idées. Début mai, l'animateur de France 4, Yacine Bellatar, soutient le lancement d'un site anti-Zemmour sur Internet. Bravo, bravo, bien joué, bien joué.
Moi, ce qui m'étonne, c'est le côté un peu hétéroclite des gens qui sont assez trousses. Et puis, ce qui me choque, c'est qu'il est clair maintenant que n'importe quel prétexte est le bon pour se faire Zemmour, quoi. Le journaliste continue pourtant de faire monter l'audimat. Il n'y a qu'à voir la place grandissante qu'il a prise dans l'émission de Laurent Ruquier, peut-être parce qu'il apporte un souffle nouveau à la télévision. Il fait la chasse au politiquement correct. Cette espèce de plaie qui mine les plateaux télé, qui tue toute possibilité de débat. Voilà, lui, c'est plutôt ça sans quoi il est assez remarquable. Enfin, c'est plutôt ce qui le caractérise. Aujourd'hui, Éric Zemmour reste un des chroniqueurs les plus redoutés de la télé. La productrice Catherine Barma le pousse-t-elle d'ailleurs à critiquer systématiquement les invités. Certains de ses collègues craignent en tout cas qu'il s'enferme dans son rôle de flingueur du PAF. La perception qu'il peut donner de lui-même pourrait effectivement le réduire à sa propre caricature. C'est-à-dire Zemmour serait la pensée intelligente des beaufs débiles. Et là, il faut qu'il fasse gaffe. Il faut qu'il fasse gaffe, parce qu'il sera, sinon, dans le piège de la télévision, qui finit par vous réduire, au fond, à ce travestissement de votre pensée, et il sera le flingueur flingué un jour. Le risque de la caricature, on en parlera. Éric Zemmour, d'abord, il faut rappeler que l'émission de Laurent Ruquier, c'est 1 600 000 téléspectateurs en moyenne. Vous y dites ce que vous pensez, donc ça provoque beaucoup de réactions. On l'a vu, certains veulent vous faire taire. Qu'est-ce que ça vous inspire? Sans forcément leur répondre nommément, qu'est-ce que ça vous inspire, ce climat? On veut me faire taire au nom de la liberté d'expression, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est des gens, c'est des parangons de la tolérance et de la liberté d'expression. Et c'est moi qui veux le faire taire. Moi, je veux faire taire personne. Parce que vous êtes critique, vous êtes parfois très dur sur un plateau. Et on a l'impression que vous avez du mal à accepter la critique. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. J'accepte toutes les critiques. On pourrait dire c'est l'arroseur arrosé. Non, j'accepte toutes les critiques. Je n'accepte pas les menaces. La chanson de Youssoupha, il faut la citer quand même. Vous l'avez citée. C'est je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. C'est une menace de mort. Il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Donc vous avez porté plainte. Donc c'est pour ça que j'ai porté plainte. Alors justement, toujours sur les personnalités que vous choquez, les débats que vous provoquez, je voudrais qu'on relise ensemble ce que vous disiez après la naissance de Zora, la fille de Rachida Dati. Vous aviez critiqué le choix de ce prénom dans un édito du Figmag. Vous assumez quelques jours plus tard, dans un portrait que vous consacre l'Express, c'était publié le 5 février dernier, vous affirmez que le choix de ce prénom était, je cite, une insulte faite aux institutions. Moi, je vous cite, mes ancêtres étaient berbères, ma mère s'appelle Lucette, mon père Roger. Quand un ministre s'assoit sur les règles minimales de l'ascèse républicaine, il faut l'écrire, tant mieux si ça choque les professionnels du chocage. On va pas refaire ensemble ici le débat sur les prénoms, sur l'intégration. Ce qui m'intéresse, c'est la fin de la phrase. Tant mieux si ça choque les professionnels du chocage. C'est qui, ces gens-là? C'est les professionnels de l'indignation, en bon français. C'est toutes les associations antiracistes, c'est tous ces gens qui nous donnent des leçons d'intégration et qui ont abandonné le seul modèle français qui vaille, qui n'est pas l'intégration, qui est l'assimilation. C'est-à-dire l'appropriation d'un modèle culturel français. C'est pour ça que je suis sensible à ces prénoms, c'est-à-dire ce que faisaient nos ancêtres. Ils donnaient des prénoms français, d'où qu'ils viennent, pour justement montrer à la France et à sa population qu'ils voulaient s'assimiler à son modèle culturel. Quand vous dites les professionnels de l'indignation, c'est pas un positionnement politique, c'est pas ce qu'on appelait la gauche caviar ou la gauche angélique. C'est aussi la gauche caviar et la gauche angélique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui font profession de s'indigner et on ne voit jamais les millions de gens qui sont indignés par l'évolution de ce pays, l'évolution du discours, par tout ça. Et eux, ils n'ont pas le droit d'être indignés. Alors, est-ce qu'on peut continuer de faire passer des idées comme les vôtres, des idées assez complexes à la télévision, sur votre duo avec Éric Nolot, Philippe Val, l'ancien patron de Charlie Hebdo, qui va bientôt rejoindre Jean-Luc Hess à la direction de Radio France. Vous aviez eu avec lui un échange assez musclé dans l'émission. Il dit l'un est censé être très à gauche, Nolot, l'autre très à droite, c'est vous. En réalité, ils sont à la télé, c'est-à-dire dans un même conformisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes faussement incorrect, vous jouez un rôle? Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est l'hôpital qui soude la charité. Il n'y a pas plus politiquement correct que Philippe Val. C'est ce que je lui ai dit le soir à la télévision. C'est peut-être pour ça que ça ne l'a pas plu, parce qu'en même temps, il a eu le temps de se répondre et on a eu un vrai débat qui était très intéressant, je crois. D'accord, mais maintenant, je ne joue pas. Est-ce que la télé gomme finalement l'anticonformisme? La télévision, j'essaye de prouver le contraire.
Maintenant, c'est vrai que la télévision c'est réducteur. C'est vrai que on peut pas toujours rendre complètement des idées forcément complexes. Forcément, la télévision, ça réduit, ça accuse les traits, ça schématise un peu. C'est le danger de la caricature que vous avez souligné. Maintenant, j'essaye de l'éviter le mieux que je peux. Je fais pas de la télé, c'est-à-dire que je ne joue pas un rôle. Je dis ce que je pense exactement ce que je dis. Alors j'entends, vous ne jouez pas un rôle. Est-ce qu'on veut pas vous faire jouer un rôle? Catherine Barma, la productrice de l'émission, elle est connue pour être une bonne productrice, savoir aussi créer des clashs en plateau, faire l'événement. Je vais vous dire, elle nous pousse pas du tout. Elle vous dit pas, vas-y plus fort, allez, il faut du clash. Au contraire. Pourquoi j'ai du mal à vous croire? Parce que vous êtes Parce qu'il y a beaucoup de clash dans l'émission. C'est quand même une des marques de fabrique de cette émission. Je peux vous dire qu'elle nous pousse pas du tout, et je vous dis au contraire. Maintenant, vraiment, à aucun moment, on se dit on va faire le spectacle en tapant quelqu'un. C'est pas vrai. Et c'est un argument en plus pour nous démolir. Parce que ça, on dit ça pour nous déconsidérer. C'est l'argument qui est maintenant sorti. Non, oui, exactement, pour nous faire taire. L'argument maintenant des invités, d'ailleurs, quand on les bouscule, c'est oui, vous êtes payés pour nous attaquer. Non, on n'est pas payés pour les attaquer. Allez, on termine, on se fait peut-être un petit plaisir. Une définition signée Philippe Tesson, votre ancien patron au Quotidien de Paris. Voilà ce qu'il dit de vous en quelques mots, ça va vite. Il joue dans une catégorie qu'on pourrait appeler la catégorie Zemmour. C'est un Zemmourien, il fait partie de l'espèce zémourienne, il s'appelle Zemmour, avec un petit Z, c'est à lui seul, c'est un genre, hein, voilà. Vous êtes conscient d'avoir créé une marque, d'une certaine façon? Parce que c'est ce que ça veut dire. Oui, c'est ce que ça veut dire. Ouais. Je suis conscient, c'est-à-dire que je suis conscient parce qu'on me l'explique. Voilà, en fait. Moi, c'est pas ma forme de pensée. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai d'autres formes de pensée, plus historiques, plus littéraires. Et là, on m'a expliqué ça. Ouais. Quand on crée une marque, on se réduit aussi un petit peu à la marque. Bien, vous avez raison. J'essaye d'éviter ça. Mais bon, voilà, j'essaye en même temps, c'est plutôt flatteur. Allez, qu'est-ce que je vous dise? On termine très vite. Un petit mot, vous êtes journaliste politique, vous avez écrit de nombreux portraits d'hommes politiques. On va s'amuser, tiens, avec des photos de têtes d'affiche. Vous nous dites ce que vous en pensez, on va dire, en termes de communication. On commence évidemment par Nicolas Sarkozy. D'après vous, fait-il volontairement des fautes de français, Nicolas Sarkozy? Non. C'est sa façon de parler? Oui. Vous l'avez déjà vécu? Oui. Okay. Quand il n'est pas écrit par Henri Guénaud. Vous remarquerez que les fautes de français, c'est quand il ne lit pas les discours quand il est en improvisation. Exactement. Bon, alors je vous crois, pourquoi pas. Ségolène Royal, comment... Elle non plus, elle ne fait pas exprès de faire des fautes de français. C'était pas la question. Comment peut-elle continuer d'exister médiatiquement autrement qu'en maniant le pardon? Oh non, elle trouvera autre chose. Elle est forte? Médiatiquement, oui. J'ai écrit avant la présidentielle, c'est une très grande sociologue. C'est-à-dire qu'elle a compris beaucoup d'évolutions de la société, que d'ailleurs j'avais décrite, n'en déplaise à Isabelle Alonso, dans Le Premier Sexe. Elle joue de ça, elle a très bien compris ça. Malheureusement, je trouve qu'en politique, elle est moins douée. Vous voyez, on essaie d'aller vite. François Bayrou, est-ce qu'il est parano quand il décrit des médias à la botte de Nicolas Sarkozy? Non, il n'est pas parano, il fait un diagnostic qui est... en partie fondée, c'est-à-dire qu'on voit bien les mécanismes à l'œuvre, mais il exagère évidemment, mais il exagère parce que, aujourd'hui, les gens sont remontés contre les médias. Et celui qui s'en prend aux médias, il passe pour le rebelle et il passe pour le type qui est près des gens contre le pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias sont associés au pouvoir. C'est lié au politiquement correct d'ailleurs. Oui, ça le rejoint. Dernière tête d'affiche, il sera content d'être dans le Quatuor, c'est Olivier Besancenot. Et ça rejoint un peu la question précédente. Le phénomène Besancenot a-t-il été volontairement amplifié par certains médias pour affaiblir le PS? C'est ce que disent certains hiérarques du PS en tout cas. Vous y croyez? Peut-être. Je pense que le PS n'a pas besoin de ça pour être affaibli. Et ben voilà, ce sera le dernier mot. Merci Éric Zemmour, le dernier mot d'un journaliste et d'un intellectuel de droite. On l'aura compris. Merci d'avoir choisi Medial Mag pour vous expliquer, pour répondre aux critiques. On vous retrouve ce samedi dans On n'est pas couché avec Laurent Ruquier.